Merci pour l'invitation. Alors, je vais parler de ce qu'on parle depuis ce matin, donc il va y avoir beaucoup d'overlap. On va essayer d'être complémentaires peut-être. Ça s'est mêlé un intérêt avec certaines sociétés qui font du matériel, en particulier donc du wireless Massimo ou Mindray, avec qui on travaille. Et actuellement, nous sommes en train d'implanter au CHU de Montpellier donc le système Massimo. Donc je vous dirai l'expérience que l'on a à la fin. C'est en cours, et puis on l'échangera peut-être sur la partie discussion. Alors les objectifs de cette première partie, on va dire dans la matinée, c'est de répondre le rôle de la surveillance clinique par les soignants. On l'a déjà vu dans les présentations précédentes. Le rôle du monitorage continu des variables physiologiques. Est-ce que vraiment ça a un intérêt ou pas? Puis on a vu que ça allait dans tous les sens, les littératures, il y a pas. Puis je vous montrerai, vous les reverrez en tout cas, que les biais qu'il y a dans beaucoup d'études. Alors, quelles variables physiologiques et quels paramètres de monitorage, toujours distinguer ce qui est une variable et un paramètre, c'est pas la même chose, doit-on privilégier? Alors, actuellement, à ma connaissance, il y a plus d'une quinzaine de scores qui existent. On en a présenté les plus importants, là, et vous verrez. Et puis, surtout, insister sur les équipes d'intervention rapide, les rapid response teams, qui sont vraiment au centre du système, et on verra si on peut réduire l'intervention des équipes critiques d'intervention en essayant de discuter des nouveaux paradigmes, c'est-à-dire plutôt le paradigme de vaut mieux prévenir que guérir. On est toujours très... l'arrêt cardiaque, c'est vraiment chic, quoi. C'est super, tout le monde y court, mais c'est plutôt changer la culture de dire est-ce qu'on peut éviter les arrêts cardiaques? Est-ce qu'on peut éviter les admissions réelles? Je pense qu'il y a un énorme gain que l'on pourrait faire, je pense... c'est un peu la personne qui commence à vieillir, un peu qui vous dit que quand même, quand on regarde ce qui se passe, il y aurait beaucoup d'admissions réa qu'on peut éviter d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire rappeler toujours que l'AREA n'est pas un mouroir, puis l'AREA ne peut pas faire des miracles, et puis surtout, on peut peut-être parfois, on le verra dans la présentation, accepter des malades qui ne sont pas vraiment réanimatoires, justement plutôt les garder 2-3 jours que plutôt attendre qu'ils s'aggravent, et ainsi de suite. Et puis on verra si finalement ça améliore le pronostic des patients, tout ça, ça améliore Alors la littérature est très intéressante, elle est très spéculatrice et suggestive, mais des niveaux 1, il n'y en a pas beaucoup en fait, mais on a envie d'y croire, en tout cas il faut y croire. Alors, c'est pas nouveau, nous avions, nous à l'ASFAR, déjà presque 20 ans, fait des recommandations pour l'organisation de la prise en charge des urgences vitales intra-hospitalières, donc je ne sais pas, je ne fais pas de bêtises, je parle sous... l'œil du président de l'ASFAR tout au fond et d'autres, et du président du conseil scientifique, s'il est prévu une réactualisation. Je pense que peut-être, parce qu'habituellement on fait au bout de 10-15 ans, on en fait. Là on est bientôt à 20 ans. Peut-être qu'il faudra voir s'il ne faut pas la réactualiser, s'il y a eu des choses nouvelles en général, c'est pour ça qu'on les réactualise. Et effectivement, donc déjà, il y a 20 ans, nous disions à l'ASFAR tout ce qui est dit là actuellement, il faut écrire une procédure, il faut être dans la prévention, à faire une chaîne de surveillance intra-hospitalière, être très très en amont, alerter précocement, numéro d'appel dédié. C'était pas le 2222, il fallait que ce soit un numéro facile d'accès. Alors la question que je poserai tout à l'heure à notre directeur, c'était est-ce que le 15 reste avec le 2222? Est-ce qu'il n'y a pas des overlaps de numéros? Est-ce que les gens ne se perdent pas? Puisqu'on voit aussi que dans ce fiche à la fin, j'ai vu qu'il y avait marqué interne de Réachir, interne de Réamed, interne... Donc il y a plein de numéros en fait, donc on se demande, voilà, et puis... Donc en tout cas, il faut qu'il y ait un numéro appel dédié, bien sûr, dans chaque établissement. Et puis chaque établissement est différent. Quand vous êtes dans un hôpital multisite, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes dans un hôpital monobloc, etc. Donc il faut s'adapter à votre structure. Et surtout, vous devez tenir compte de la culture et de l'histoire d'un hôpital. Vous ne pouvez pas arriver et dire on va tout changer, vous allez voir, je suis allé à la JMT et maintenant j'ai la réponse. Ça serait trop facile. Et bien sûr, essayer d'avoir un comité de suivi de formation. Et aujourd'hui... on a beaucoup de directeurs à l'hôpital, des directeurs de qualité, etc. Donc, je crois qu'il y a du travail pour tout. Alors, ça, c'est un petit peu les précurseurs, en fait, effectivement, c'est UK, mais c'est surtout, comme d'habitude, et comme souvent, dans les parties critical care, c'est souvent les Australiens, Néo-Zélandais, Australiens, et vous voyez, ça, c'est la pub qu'ils font, c'est pas alerte à Malibu, mais presque, vous voyez, si vous ne nous voyez pas, nous, on peut vous voir. Et donc, c'est vraiment ça. Et donc, il y a ce pilotage, vous voyez, au centre, là, vraiment, vous voyez, le bodyguard qui regarde tout, il voit partout ce qui se passe. Et en fait, c'est exactement le même modèle. Et le modèle qu'ils ont développé, ça s'est développé beaucoup
en Australie, pour ceux qui vont en Australie, beaucoup en Amérique du Nord, en particulier dans l'Illinois, dans les hôpitaux de Chicago et tout. Et eux, ils ont anticipé tous les déserts médicaux. Donc de plus en plus, ils ont une centralisation. Je sais que nous, par Montpellier, notre nouvelle directrice est très intéressée sur le plan du GHT de pallier au manque d'effectifs de médecins, de réanimateurs, d'anesthésistes, d'essayer de tout centraliser par ces systèmes-là et que c'est ce qui se passe en tout cas en Australie, c'est ce qui se passe à Chicago pour les avoir vus. Vous avez un réanimateur expérimenté qui gère à peu près une douzaine de services de réanimation où dans les réa on ne peut pas mettre de seniors, alors on met des internes et tout est centralisé et ça marche comme ça et c'est une manière de pallier. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une des manières de pallier. Donc c'est un peu le même système que l'on fait ici. Donc vous voyez, quand vous êtes à la plage, vous avez le drapeau jaune et rouge où on vous dit attention, en dehors de cette zone, vous ne devez pas y aller. Je sais pas, s'il y a des requins ou c'est dangereux, vous n'êtes pas surveillé. Donc l'idée, c'est toujours de rester dans cette zone dite de confort ou physiologique. Et on fait à peu près pareil quand on va mettre les Early Warning Signs. Donc vous les verrez toujours, hein, Early Warning Signs, Early Warning System. Donc tout est pareil. Et donc l'idée, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure. La réception, l'analyse, et puis bien sûr l'effecteur, on renvoie donc l'intervention rapide. Alors, quelles sont les évidences cliniques aujourd'hui que nous avons sur cette topique, hein? Bon, les évidences cliniques, quand je parle de ça, c'est les études, que ce soit rétrospectives, observationnelles, before-after, ou randomisées, ou en cluster. La vraie première histoire, elle commence toujours par la même bande qui ont créé Anzik, c'est-à-dire Rinaldo Bonomo, etc., le groupe australien et néo-zélandais, où là, ils font l'étude simple, before after, et ils introduisent donc cette MET, Medical Emergency Team, qui deviendra autrement Rapid Response Team, qui s'élargira. Alors, toutes les études ont à peu près, sur la quarantaine d'études qui existent publiées, ont quasi toute la même méthodologie de type before after, puisque c'est quasiment la chose la plus facile avec, c'est comme une amélioration des pratiques, quality improvement. Et donc là, ils regardent, ils essaient toujours de bien matcher les périodes. Ici, ça ressemble à un semestre, on va dire, d'hiver. Ils font après, donc ils observent ce qui se passe. Ici, c'est le nombre d'arrêts cardiaques. C'est un critère qui est assez quand même facile à reproduire. Puis ils regardent un tout petit peu avant une autre période qui est plutôt le semestre d'été, quadrimestre. Et ils font la période éducationnelle. Hein. Donc l'interphase où on forme les équipes soignantes, vous voyez, qui dure 2 mois ici. Et ensuite, qu'on commence à mettre le T0 en novembre ici, pour qu'on ait les 4 mois comparables en termes de effet aléatoire de la saison, et on est les mêmes patients, le même phénotype de patients. Et on voit effectivement une diminution significative, vous voyez ici, des arrêts cardiaques en mettant en place une équipe de réponse médicale rapide dédiée, où on fait des informations, et on réduit de 26%, ce qui fait 3 vies sauvées pour 1000 admissions. Alors ça, c'est important pour les directeurs, parce que c'est une pub aussi dans les hôpitaux. En fonction de votre système de santé, aux États-Unis, vous savez, quand vous allez aux États-Unis, vous voyez urgence dans cet hôpital-là, attente 30 minutes, dans l'autre 1 heure, dans l'autre 20 minutes. Donc c'est très très aussi économique ce système-là pour certains systèmes de santé que nous n'avons pas nous en France. Puis alors c'est des études très simples, hein, c'est assez simple, c'est des recueils sur des variables physiologiques que sont toujours les 4 principales ou les 5. On revient toujours au même, la fréquence respi, fréquence cardiaque, pression artérielle, l'oxygène saturation, la SpO2, et puis souvent il y a la température qui est rajoutée manuellement aussi, c'est automatique. Voilà. Donc c'est toujours des systèmes discontinus, non continus, et évalués par les soignants, mais en tout cas, en fait, c'est la mise en place qui consiste. C'est pas tellement ce que l'on choisit ou quoi que ce soit, mais c'est la mise en place. Puis après, on voit des études dans des grandes revues. Alors là, ça commence à être bien, le JAMA. Alors, il y a un petit quiz envoyé. Je vous ai mis des drapeaux de tout, comme ça vous arriverez à suivre. Donc là, c'est États-Unis. Alors, on commence à faire près de 50 000 admissions à l'hôpital. Et donc là, pareil, ils vont aller plus loin, ils font un score composite. L'arrêt cardiaque, c'est bien, mais l'arrêt cardiaque réanimé ou le décès, c'est pas la même chose. Donc, ils rajoutent les décès dits inattendus. Alors, c'est toujours ce qu'on prend. Hein. Décès inattendu, ça veut dire on exclut sur la base PMSI les malades qui avaient une fin de vie, cancer dépassé, etc. Ça aussi, il faut tenir compte quand on fait ce type d'études. Et là, alors c'est assez intéressant, cette étude, puisqu'elle est assez connue. Vous allez avoir, donc vous voyez ici, une baisse donc des codes rouges, des codes verts, avec une baisse donc des fibrillations ventriculaires sans atteindre la significativité, mais par contre des asystolies, et puis une baisse aussi, vous voyez ici sur la courbe,
vous avez tendance à voir une forme de baisse des décès, mais en fait, ça n'atteint pas la significativité. On a l'impression que vers la fin, ça a commencé, et là, en pré- en post-intervention, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que ça ne marche pas toujours, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation, en fonction, en fait. Alors ça ne marche pas toujours, il y a plusieurs raisons que ça ne marchait pas toujours, et dans l'étude mérite, on va le voir, il y avait ces histoires de bornes qu'on mettait, est-ce qu'elles sont trop faibles, trop hautes ou pas assez bien, et puis l'adhésion, bien sûr, ça c'est très très important, et puis surtout, est-ce que déjà là où vous y allez, est-ce que déjà ça marchait pas très bien, déjà. Il faut toujours voir l'existant, parce que finalement il y a des systèmes qui finalement l'existant qu'ils ont sont pas trop mauvais, on veut rajouter un numéro, on veut rajouter des choses, la marge de gain est pas terrible, donc il y a tout ça aussi à voir en fonction de ce que vous allez faire. Puis alors il y a cette fameuse étude, donc je ne vais pas la reprendre en détail, Hillman, elle a été extrêmement développée par notre collègue en première de ce matin. Et donc, vous voyez, donc, ici, c'est quand même pas mal de centres, encore une fois australiens, et c'est les trucs classiques, mais malheureusement, pas de différence significative. Le pourquoi, on l'a vu tout à l'heure, ça a été clairement expliqué. Il y avait 3 à 8 activations par trop faibles. Peut-être que les limites n'étaient pas, les ranges n'étaient pas assez bien. Je crois que c'était des fréquences de 5 respiratoires, c'est sûr que c'est pas oublié. L'activation principale était l'arrêt cardiaque, et c'est le moment, c'est l'occasion à chaque fois de répéter que ces systèmes ne sont pas faits pour les arrêts cardiaques uniquement. Au contraire, il faut que ça soit fait pour avant l'arrêt cardiaque, et ça c'est quelque chose qui doit être dans la communication. C'est bien de communiquer sur l'arrêt cardiaque, mais c'est bien de communiquer, de prévenir l'arrêt cardiaque. Alors peut-être il y a ce qu'on appelle les effets, ce qu'on appelle les effets à tort, c'est les effets protocole, puisqu'en fait, les gens se savaient surveiller, les gens savaient qu'il y avait le before-after, donc même au before, ils avaient déjà commencé à améliorer leur pratique. Ça, c'est toujours quelque chose qui est difficile à contrôler, d'où les vrais groupes contrôle, et là, la seule manière d'éviter ça, c'est de le faire sur de la base PMSI. Et puis l'absence de monitorage continu automatisé versus les soignants, c'est aussi une des explications, en tout cas, qui est dans le papier. Alors, ensuite, on arrive ici. Alors, le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. Dans l'autre sens, c'est marqué. C'est la Hollande, le pays du fromage, donc. Et donc là, vous avez donc celui-là qui était le modified. Alors le modified par rapport à le news ou le non, le EWS. Donc on rajoutait un espèce de, c'est pas un Glasgow, mais c'est un Glasgow très simplifié. Et puis il y avait la température en plus. Et puis on rajoutait des points ici. Si on commence à se rapprocher un peu des constantes vitales de rémission avec la diurèse et avec de l'oxygène un petit peu, enfin l'oxygénation un peu plus marquée. Alors en faisant ça, en fait c'est exactement ce que je disais en introduction, c'est exactement les bornes que vous avez mis. Et donc si vos bornes sont bonnes, sont bien choisies, presque on devrait dire, elles devraient être individualisées pour chaque secteur. C'est pas la même chose le secteur de post-opératoire immédiat à J2, J3 ou semi-tiède du secteur de speed, de chir ou de gastro ou de cardio que le secteur où vraiment là les malades sont sortis tranquilles. Donc à voir de ce côté-là. Et en faisant ça, cette équipe hollandaise donc, a montré, vous avez vu ici, une baisse du score composite qui était donc cette décès et arrêt cardiaque et admission inexpliquée sur cette période. Donc là, ça marche vraiment bien, une différence assez significative et donc plutôt intéressant puisque vous voyez ici sur les arrêts cardiaques une diminution significative et également une diminution significative sur les décès. Donc même dans les scores, le score composite était significativement diminué, mais aussi les paramètres composant le score composite étaient diminués, même s'ils n'ont pas fait de correction, mais ça allait. Donc c'est quand même assez encourageant. Là, on est dans les années 2015, donc c'est plutôt des études faites aux alentours des débuts des années 2010. Et puis nous, alors notre expérience, c'était la première finalement étude française. On n'avait pas trop d'expérience en France. On était intéressés parce qu'en fait, en garde, on était souvent appelés. Et c'était un petit peu mal organisé. Nous, on a 4 hôpitaux dans notre site. On ne savait pas qui faisait quoi. Les gens appelaient le 15, appelaient le réanimateur de l'autre hôpital. Il y avait des hôpitaux, il y avait des services qui étaient entre les 2 ou 3 hôpitaux. Ils ne savaient pas. Et donc, on avait essayé de faire un peu une organisation là-dessus. Puis on a évalué l'implémentation donc d'une EMR. On appelait ça EMR, c'est équipe mobile de réanimation.
Ça existe partout, sauf qu'on l'a affiché. Et en fait, cette équipe mobile de réanimation que l'on avait fait, elle avait pour but essayer de voir si on pouvait diminuer cette mortalité et les arrêts cardiaques intra-hospitaliers. Et alors voilà, le CHU de Montpellier, c'est 2 grands sites. Ici, c'est le site Arnaud de Villeneuve, la Péronie. C'est séparé d'une station de tramway. Et puis ici, c'est le site Guicheac, Saint-Éloi. Ici, c'est Tête-Écou. Là, c'est là où nous travaillons avec notre équipe. Donc, c'est le digestif, la médecine, l'hématologie, la dermatologie, l'infectieux. Là, c'est la traumatologie essentiellement. Ici, c'est l'hôpital avec l'hélicoptère. Ici, c'est nous, c'est les périphériques. L'hôpital cardio, cœur et poumons. Et puis, Tête-Écou. Donc, c'est un petit peu éparpillé. Puis, on a 4 hôpitaux qui sont autonomisés, chacun entre 300 et 350 lits. Et donc, ça nous a permis de faire justement quelque chose d'intéressant. En fait, c'est comme si on avait fait une forme de multicentrique parce que les 4 avaient complètement un fonctionnement autonome et totalement indépendant. Alors, on a fait des trucs très simples, hein, c'est impression couleur A4. Et en fait, le travail a consisté de mettre ça partout. Et on a placardé ça dans tous les services de notre hôpital 350 lits. Mais surtout, et là on a fait ça à l'époque avec Gérald de Schanck et Boris Young dans les services. Et Gérald allait vraiment comme un délégué, j'allais aussi, on était quasiment des délégués vente. Et on leur donnait notre carte de visite, et on leur disait, n'hésitez pas à nous appeler, mais appelez-nous avant l'arrêt cardiaque, appelez-nous avant que le médecin. Et donc on a fait pendant 1 an une vraie politique agressive de formation. L'idée n'était pas qu'ils nous appellent quand il y avait l'arrêt cardiaque, l'idée était de nous appeler soit pour un avis, quand ils avaient une natrémie à 110, ou qu'un malade dormait trop, etc. Et donc il y avait une culture de rapprochement. Et ça a changé les cultures. Alors les médecins les plus âgés n'étaient pas contents, parce qu'ils disaient, on va passer notre temps à faire les visites dans les services de médecine, dans les services d'hémato, de cancéro. Et en fait, pas du tout, puisque finalement, les gens nous appelaient toujours au bon moment, soit quand il fallait prendre le malade tôt, soit, et ça c'est très important parce on a fait d'une pierre deux coups, ils nous appelaient sur des malades pour certains services de médecine qui n'ont pas l'habitude, pour être aidés à limiter les patients. On dit, cette patiente, elle a 95 ans, elle a 3 cancers, est-ce que vraiment c'est légitime, est-ce que c'est le rendre service de la mettre en réanimation cette nuit à 3 heures? Et donc ça permettait aussi d'éviter ce type d'admission. Donc on avait fait un peu, j'allais dire, un coup double. On évitait les admissions inutiles et futiles, on va dire. Donc ça, c'était en accord. Donc il y a une culture nouvelle qui est dans le service. Et puis surtout, on essayait d'avoir des caractères plus importants. Alors ça, c'était les valeurs qu'on avait pris. On avait pris 40 et on avait pris 140. On a refait la nouvelle. Alors j'ai laissé l'original, hein. On a refait, là, on a plutôt serré avec 35 maintenant et 145. On a essayé un peu de faire évoluer. Et puis, on a donc un numéro unique, hein, dans l'hôpital. C'était ce numéro unique qui est vraiment dédié. Et on avait rajouté un GSM. Donc, ils ont 2 façons de nous joindre, les gens de l'hôpital. Ce numéro est différent dans les autres secteurs. Il n'y a pas un seul secteur qui a le même numéro. Mais en fait, et la question que je voudrais poser, moi, c'était, en fait, les gens appellent toujours le 15 dans les hôpitaux, parce qu'ils savent que le 15 répond toujours, même s'ils mettent du temps, ils savent qu'ils vont répondre et le 15 les renvoie. Donc maintenant, comme ils ont été formés avec ça, et puis dès que vous allez arriver dans l'hôpital, c'est placardé de partout, donc les gens voient ça, et ça rend service. On a même eu un petit zoom sur le journal de l'hôpital, et on a quand même pas mal communiqué là-dessus. Alors, il y a une formation pratique très importante. En chaque début de semestre, on forme à fond tous les médecins, tous les internes, et on en profite sur mannequins, etc. Et nous formons nous également les internes de tous les autres services de médecine. Donc il y a 2 médecins dans notre équipe qui vont former le premier mois tous les autres médecins internes, et donc au moins au premier geste. Donc c'est un travail énorme, mais ça aboutit à ça. Alors voilà le résultat principal. On avait comme prélèvement la mortalité inattendue, c'est-à-dire en rapport avec une urgence intra-hospitalière. Et voilà, on a fait donc une étude 1 qui était sur notre hôpital, l'hôpital Saint-Éloi, ici, avant-après. Donc il y avait la première période, donc il y avait 18 000 patients, et la post-intervention. Et on voit ici l'implémentation de l'équipe, et on voit une baisse significative de la mortalité. Donc on arrive à baisser la mortalité inattendue, ce qui est quand même assez... Bien sûr, tout le monde nous a dit « Ouais, mais là, c'est trop facile votre truc. Est-ce qu'il n'y a pas un effet, vous avez changé de docteur, il y a des nouveaux docteurs qui sont seniors, c'est les meilleurs. Vous avez augmenté les docteurs, les infirmières sont plus fortes, c'est pas la même période, etc. » On dit « Ok. »
Et là, c'était l'idée du professeur Gérald Chang qui a été extrêmement fabuleux, Gérald. Il nous dit, on n'a qu'à faire un truc simple. On regarde les 3 autres hôpitaux. Et les 3 autres hôpitaux, eux, n'avaient rien fait. Donc tout ça, c'était sur une base PMSI. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait de variation ou de mouvement. Et donc, sur toute la période, donc, on fait pareil. Et voici les résultats des 3 autres hôpitaux. On les a fait même hôpital par hôpital. Il y a eu même les statisticiens, ils ont fait un mixte avec la gravité des patients, l'âge, etc. Et voilà, sur les 3 autres hôpitaux, donc qui regroupaient 50 000 patients et 50 000 patients, vous voyez que la mortalité est strictement stable avec les variations dans ce tunnel qui restent. Donc c'est une manière indirecte de faire une forme de multicentrique. En fait, on avait la chance d'avoir les 3 autres hôpitaux qui n'avaient pas implémenté de procédure idem. Et donc on montre bien que c'est l'implémentation qui permet de diminuer. Et donc finalement, le résultat, c'était une vie sauvée dans la semaine. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est 50 malades sauvés par an, ce qui n'est pas négligeable finalement dans un hôpital de 350 lits, juste en mettant une procédure comme cela. Alors après, on a profité aussi avec notre dernière étude de faire une méta-analyse, et puis la méta-analyse des études qui étaient disponibles à l'époque ici, puisque c'est une méta-analyse publiée en 2016, que ce soit la mortalité attendue ou inattendue, baissait avec la présence des rapid response team. Vous voyez qu'il y avait des études qui étaient plutôt même à l'inverse, l'odd ratio était plutôt plus 1, il y en avait 2, 3, donc ça veut dire que ce n'est pas aussi évident, et des études qui étaient neutres et d'autres négatives. Mais l'ensemble, sur la méta-analyse, avec bien sûr toutes les limites que l'on connaît des méta-analyses. Et d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, Julien en reparlera peut-être, mais ça c'est une espèce de systématique review, c'est comme une méta-analyse, mais c'est une systématique review. Et alors ce papier il est intéressant, prenez-le, il est récent, il est dans le 2020. Il a plusieurs intérêts. Premièrement, il a tous les scores que vous avez ici. Vous voyez le CARS, le ICARS, le MARS, le SCC, le MD. Donc vous les avez, ils sont bien détaillés, ils sont expliqués. L'annexe est vraiment bien fournie. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant déjà de ce côté-là. Vous voyez le Muse, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quasiment le plus utilisé aujourd'hui avec plus de 40 papiers. Derrière, avant le News et le Views et EWS, l'original. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous les avez tous. Donc vraiment, tous les papiers les valident, les font, mais en fait, les auteurs sont amusés à avoir une lecture très, très mathématique et statistique qui montre que quand même, il y a des biais énormes. Là, vous avez un biais très élevé quand c'est rouge, intermédiaire et bas. Et malheureusement, vous voyez que le rouge-orange, lors de l'analyse, il est quasiment à 100% de toutes les études. Donc ça veut dire que vraiment, toutes ces études ont des biais majeurs. Donc c'est-à-dire que si on était amené à faire une véritable conférence de consensus en utilisant les méthodes ad hoc, méthodologiques, on aurait des problèmes pour mettre des recommandations de niveau 1 ou niveau 2+, par exemple, à cause de biais de ces études. Mais c'est assez intéressant de lire ce papier, en tout cas, qui vous alerte. Alors, pour finir le challenge, alors moi, j'aime bien cette chanson, Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, parce que quand on est en réa de garde à 3h du matin, on l'a tous fait, enfin tous ceux qui sont là, beaucoup d'entre eux que je connais ont fait, on est appelé dans la médecine, moi je suis appelé souvent médecine E, médecine F, pour y aller c'est compliqué parce qu'il y a des travaux en radio, donc il faut traverser, il faut ressortir, on est tout seul parce que dans le service il y a 2 entrées, donc on envoie l'interne, le dernier arrivé, alors qu'on doit faire le contraire. Et là, ce pauvre interne, premier semestre socle, cherche où est le malade, il s'est trompé d'étage, etc. Alors que dans la vraie vie, c'est ça qu'on voudrait. Ça, c'est US, c'est Hollywood. Vous voyez, tout le monde est beau, tout le monde est souriant, ils arrivent tous. Voilà, donc ce serait ça l'idéal. Je ne sais pas si à Lille, vous avez ça. À Lille, je pense qu'ils peuvent le faire, eux, qui sont tellement en avance. En tout cas, à Montpellier, vous avez vu, c'est très très modeste encore, on n'a pas ça. Alors j'aimerais, cette diapo, je l'ai faite tout à l'heure, parce que c'est la vraie vie. Si j'aimerais faire passer ce message, c'est ça. Ça, c'est l'interne ou la médecin du secteur. En tout cas, chez nous, c'est ce qui se passe le week-end en général. En médecine interne, on a plein de médecine interne. Nous, ça va de A à G. Médecine interne A, B, C, D. Et donc, le week-end, il n'y a plus personne. Il n'y a que les internes premier semestre qui arrivent. Donc, la pauvre, elle cherche une place pour son malade. Et ça, c'est tout ce qu'on a vécu. Moi, j'ai grandi là-dessus. Ton malade n'est pas assez grave pour ma réanimation. Rappelle-moi quand il sera plus grave et réanimatoire. Qui n'a jamais entendu ça? Qui entend ça aujourd'hui? Donc, non, mais... Ah oui, donc vous faites beaucoup de... Voilà, tout le monde est sur le terrain. J'entends ça dans mon service, dans notre service.
C'est grave quand même. Hein. Un jour, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? On est là pour les malades. Donc c'est vraiment fou. Puis alors, elle va tenter sa chance ailleurs. Hein. Quand on se prend une veste, on change. Hop. Réa numéro 2. Ah, ta réa numéro, on n'a pas voulu, parce que nous, on a 5 services de réa adulte à l'hôpital. Hein. Je pense qu'à Lille, c'est pareil, ils en ont beaucoup. Voilà, remplis-le, fais un peu de l'Azilix, et mets un peu d'oxygène et parle-lui. Et tu me rappelles et on voit s'il devient grave ou pour l'arrière. Voilà. En gros, tout ça, c'est anecdotique, mais c'est juste pour marquer que ça ne devrait plus exister. Je pense qu'il faut absolument, j'ai envie de dire, changer de paradigme et changer de culture. Et la culture des nouvelles générations doit être au contraire. Il faut aller tôt voir les patients, il faut tôt les évaluer. Et je pense que beaucoup de malades pourraient éviter la réanimation si on aide les secteurs. Parce que dans les secteurs, c'est très variable, hein, d'un hôpital à l'autre et d'un service à l'autre. Et donc, il faut plutôt les aider pour essayer d'éviter des admissions inutiles ou alors attendre que malade soit grave pour ensuite mettre plein de tuyaux qui, souvent, sont plus délétères. Donc, le challenge, bien sûr, c'est mieux préciser les critères d'alerte, mieux préciser les critères d'activation. Je pense que si un mot-clé à retenir de toute cette matinée, c'est le early, c'est la précocité. Plus c'est précoce, plus on va être précoce, bien sûr, avec un bon dosage entre la sensibilité, pas trop sensible, sinon on va te rappeler toutes les heures, hein, c'était la crainte. Puis disponibilité des équipes formées dédiées, il ne faut pas que ça soit un truc en plus. Il faut que dans chaque structure de secteur aigu, on sait qui doit aller le matin, je sais pas quoi, qui a le ACT, qui a le bip, qui a le téléphone, des urgences. Il ne faut pas que ça soit, bon, qui y va, moi j'ai pas de temps, ou un truc comme ça. Il faut que ça soit vraiment automatique. Et puis voir si oui ou non le monitorage non invasif semi-continu est un plus. En tout cas, sur le papier, c'est un plus, c'est sûr. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans les premières présentations. Il ne faut pas que ça soit un surcroît de travail. Là, actuellement, nous, on est en train de l'installer dans un des services de chirurgie. Donc, on va essayer de voir ce service de chirurgie versus les autres. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est beaucoup de travail pour expliquer aux infirmières que ce n'est pas un surcroît. Oui, mais on va avoir notre... Vous avez dit qu'on allait avoir un smartphone pour mes 12 malades, donc c'est un truc en plus, c'est un stress en plus. Donc actuellement, ça en est là. Donc ça, il va falloir qu'on échange tous comment est-ce qu'on a pu pallier à ça. Alors c'est sûr, on ne va pas leur demander une infirmière de plus parce qu'il n'y a pas un seul directeur ou une directrice qui est capable de donner une infirmière en plus aujourd'hui pour un projet qui est censé justement réduire. Donc c'est paradoxal. Donc il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de... appropriation, il faut que le personnel soignant, surtout les infirmières, les aides-soignants et les internes, les médecins d'un secteur, vraiment s'approprient ce système et ne le vivent pas comme des contraintes et que ça soit pas... Alors tout à l'heure, on parlait de la watch. La watch, c'est bien et c'est pas bien. Moi, j'en ai mis une. J'ai acheté la dernière watch, super. Mes filles me l'ont offert pour mon anniversaire. Mais ça m'a stressé, ce truc, quoi. Dès que je montais un escalier, ça faisait des fréquences cardiaques élevées. À la fin, je l'ai enlevé, quoi. C'était un surcroît de stress, en fait. Donc, c'est peut-être pas la même chose pour les malades parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont en fonction des dispositifs. Alors, il y a des dispositifs extraordinaires. Hein. Il y a des montres, des patchs et tout est relié. Donc, c'est vraiment super. Je pense qu'il faut bien le doser. Il faut voir les gens qui ont l'expérience. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu l'expérience à l'étranger, quelques-unes en France. Mais ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure par notre collègue, les craintes qu'ont les personnels pour vraiment se retrouver à avoir un surcroît de travail. Alors, les alarmes trop sensibles, c'est des alarmes inutiles et fatigantes. Hein. Ici, par exemple, vous voyez, quand la pression artérielle systolique est mise à moins de 90 mm de mercure, ça sonne et ça appelle, c'est un tiers, donc c'est vraiment trop abusé. Et effectivement, là, les patients avaient reçu juste du remplissage vasculaire. Alors attention, est-ce que tout doit être fait par les équipes de soins critiques ou par les médecins du service? Donc il y a aussi une formation, il y a aussi un échange entre les équipes. Et puis les utilisateurs de score, donc ça on a vu, hein, ça c'est comment ils ont été développés, manuels, puis maintenant informatisés. Puis la belle étude ici que vous reconnaissez tous, Chicago, donc qui a fait donc une belle étude avec comme message, ça c'était en fait quand vous regardez ici, c'est le pourcentage d'admission en réanimation, de transfert pour arrêt cardiaque. Et donc il montre ici les signes. Vous voyez ici, c'est le 0 qui est là, c'est l'arrêt cardiaque. Et il regarde les 48 heures avant la survenue de l'arrêt cardiaque et il regarde si on pouvait s'intéresser, apparemment ici ils avaient pris un score qui était LICARD, HICARD, et puis quand on appelle la réponse, quand on appelle les équipes. Vous voyez qu'on les appelle trop tard, les équipes. Les équipes, elles arrivent quasiment, en général, 6-5 heures avant l'arrêt cardiaque ou à l'arrêt cardiaque pour pas de temps. Et que s'ils avaient pris
des scores, ils avaient regardé a posteriori les scores, ben en fait, ils auraient pu être avertis quasiment, pas 2 jours, mais quasiment 24 à 36 heures avant. Il y avait des scores d'alerte qu'on aurait pu savoir que ces malades allaient tous faire des arrêts cardiaques. Donc cette étude, elle est très belle méthodologiquement, hein. Il faut la lire. En tout cas, ça vous montre bien que vaut mieux prévenir que guérir, et beaucoup d'arrêts cardiaques peuvent être prévenus si on avait tenu compte de ces signes d'alerte, en tout cas, bien évidemment. Alors, et on finit toujours là-dessus, c'est celle de Gabriel Escobar, avec aucun lien de famille avec le fameux Escobar, qui n'est pas de malentendu, aucun. Et surtout, il est à San Francisco, celui-là, il n'est pas dans les quartiers de Miami. Donc, et là, c'est vraiment l'artillerie lourde, là, New England Journal of Medicine, et là, ils font une surveillance délocalisée, l'idée infirmière. Là, ils mettent le paquet à la checklist, pardon, excusez-moi. Donc là, ils font le paquet avec l'Advanced Alert Monitor Score, ils mettent donc le dispositif avec des seuils d'alarme prédéterminés, ils vont avoir une alarme par jour pour 35 patients, ils vont avoir beaucoup de centres, vous voyez, sur les États-Unis, là, plus d'une trentaine, 39 hôpitaux qui participent, soit 12 millions de patients. Donc vraiment, c'est l'artillerie lourde, et vous avez vu le nombre impressionnant de patients qui sont admis, le nombre impressionnant de paramètres qu'ils vont mettre, hein, tout ça c'est informatisé, tout est informatisé, et le résultat est assez sympathique, puisqu'en fait, voici la flowchart, vous voyez, ils partent sur des cohortes assez importantes, 43 000, 500 000, et puis là c'est l'alerte avec donc le monitorage. Donc ceux qui ont eu l'appel de l'équipe mobile de Réa, la Rapid Response Team, ils sont inclus ici, et ceux qui ne l'ont pas eu sont inclus là et comparent. Et voilà le résultat. En fait, il y a une baisse des admissions de façon significative de 21 à 17% et une baisse de la mortalité à J30 de 20 à 16% dans les patients sélectionnés qui ont été admis. Donc c'est quand même assez intéressant, d'où la publication dans cette grande revue. C'est assez récent, c'est la plus convaincante, on va dire, des études qui est en faveur, en tout cas, des systèmes wireless, comme on pouvait l'imaginer. Et avec ce système, ils arrivent à avoir on retrouve le chiffre de 3 décès pour 1000 patients éligibles. Donc ça fait sur l'année 520 décès évités sur les hôpitaux qui ont participé à ce réseau. Et cette étude qui va dans le même sens, qui a juste l'intérêt d'être plus récente, hein, oui, elle vient juste d'être publiée en 2022, et elle est publiée dans une revue de chez nous, BJA. Et là, pareil, donc les auteurs ont fait exactement la même chose, grosso modo, une baisse significative des admissions, 3,4 à 2,3, et une baisse également de l'appel de l'équipe mobile de Réa de 4,3 à 3,1, en mettant donc des systèmes continus wireless dans leurs services. Ils avaient des services de chirurgie essentiellement et des services d'oncologie. Donc c'est assez intéressant, montrer que ça peut marcher, mais c'est tout un projet médical, et je pense que c'est l'avenir là-dessus. En conclusion, vraiment, c'est la précocité qui me paraît être la chose la plus importante dans la procédure que vous allez mettre au sein de votre institution. Ensuite, il faut que les équipes soient expertes et expérimentées, donc c'est-à-dire il faut des formations permanentes et continues en utilisant probablement donc, la simulation, sachant qu'aujourd'hui un service de réanimation en moyenne, on sait que la durée de vie dans un service d'une infirmière est de l'ordre de 3 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 ans, 4 ans, vous avez quasiment renouvelé la moitié de vos infirmières. Donc attention, il faut en permanence entretenir, et ça c'est quelque chose que des fois on ne s'en rend pas compte. Enfin, bien évidemment, la technologie non invasive monitorage doit tenir compte de votre environnement. Est-ce que vous êtes déjà informatisé par quel système ? Est-ce que c'est Philips, est-ce que c'est GE, etc. Est-ce que les systèmes de l'hôpital communiquent avec ? Donc ça, c'est très très important. Et puis, il faut faire une évaluation, se rapprocher bien sûr de tout le service informatique, du biomédical, etc. Et c'est un projet collectif d'équipe d'hôpital. Et puis, en faisant ça, peut-être qu'on améliorera les choses en rajoutant bien sûr un numéro unique. Je vous remercie de votre attention.